Amis internautes, bonjour. Notre émission a pour titre aujourd'hui « Le siècle des communismes ». Alors, « Le siècle des communismes » est le titre d'un livre qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'Atelier et qui est une œuvre collective d'une trentaine de chercheurs, d'universitaires internationaux, d'historiens, politologues, et qui a été conduit, dirigé par des chercheurs dont nous connaissons certains dans cette émission passé-présent. Je vais citer d'abord Michel Dreyfus, qui était venu dans une émission sur les gaziers électriciens, Bruno Gruppo, Claudio Sergio Ingelflorm, excusez-moi pour la prononciation, Bernard Pudal de l'Université de Montpellier. Alors tous ces historiens étaient du CNRS. Bernard Pudal, lui, est de l'Université de Montpellier. Nous l'avons rencontré dans cette émission, sur une émission sur l'autobiographie. Serge Volikov, que nous allons recevoir bientôt. Claude Pentier, bien sûr, du CNRS, qui, lui, directeur du dictionnaire Métron, et qui est en permanence avec nous pour diriger cette émission. Et puis Roland Lève, qui vient de l'Université libre de Bruxelles, qui travaille aussi à Paris assez souvent, et qui a été donc parmi les maîtres d'œuvre de ce dictionnaire. Et qui est auteur notamment, je le signale, de plusieurs livres sur le communisme chinois. Alors depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS en décembre 1991, on peut constater que le communisme est en voie de disparition. Les intellectuels s'interrogent encore aujourd'hui sur ce socialisme réel qui a vu l'entrée des classes populaires dans la vie politique et qui reste une expérience fascinante du XXe siècle. Alors, de nombreuses études ont été publiées ces dernières années, et notamment un livre qui a défrayé la chronique, qui s'appelle « Le livre noir du communisme », qui a été un peu dirigé même complètement dirigé par Stéphane Courtois, et qui étudie le communisme essentiellement sous l'angle de la violence, de la terreur. Alors, je vais tout de suite me poser la question à Claude Pentier. Est-ce que votre livre, justement, « Le siècle des communismes » qui sort, est un livre-réponse à ce livre noir du communisme? Non, c'est beaucoup plus qu'un livre-réponse. C'est un ouvrage dans lequel s'impliquent les meilleurs spécialistes du communisme et qui évite les simplifications du livre noir, mais qui, sans chercher à répondre point par point, prend vraiment à bras-le-corps la complexité, le phénomène communiste. Et alors d'emblée, le communisme au pluriel, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur sa complexité, sa diversité géographique, sa diversité dans le temps, et avec l'idée affirmée d'emblée que l'essence du communisme n'est pas uniquement criminelle, qu'il faut étudier en effet la répression, cette dimension, mais qu'il faut comprendre comment le communisme a pu toucher des couches très larges de population de la Chine à l'Europe, et que pour ça il faut s'appuyer sur les archives qui viennent de s'ouvrir, sur des travaux multiples. Et finalement, nous sommes tous allés consulter les archives des pays de l'Est au même moment, quand Stéphane Courtois qui a fait le livre noir du communisme, est arrivé un petit peu dans les mêmes conditions. Certains, à notre sens, se sont précipités vers une vision qui passait bien auprès de l'opinion, qui était médiatique. Et nous avons fait un travail plus patient, plus construit, nous avons pris notre temps. Et voilà ce livre qui, je suis sûr, marquera le siècle du communisme, qui est un livre qui marquera. Alors nous n'avons que la couverture, parce qu'il ne sort que le 20 septembre en librairie. Et là, nous avons à la fois les chapitres, les titres de chapitres. Alors, Roland Lève, vous qui êtes un spécialiste du communisme chinois, comment vous avez été amené à participer à ce livre? Bien parce que je pense qu'il y a justement une démarche commune qui commande dans l'ensemble des activités des chercheurs, qui est cette façon de regarder un monde différemment, enfin, plus complexe, et dans sa spécificité. Je pense que on peut dire de façon un peu plus précise que ce qui est le point commun entre pratiquement, je pense, tous les chercheurs qui ont contribué à ce livre, c'est un certain regard sur la réalité sociale. C'est-à-dire de comprendre d'abord, mais qu'est-ce que c'était ces sociétés, qu'est-ce que c'était que ces communismes insérés, situés, placés, se plaçant dans des sociétés, et quelles étaient ces sociétés, et quels étaient les liens entre ce communisme, ou ces communismes, et ces sociétés. Donc il y a effectivement beaucoup de spécialistes de l'histoire sociale, et en particulier le long chapitre avec beaucoup de contributions consacrées à l'Union
l'Union soviétique est essentiellement fait par des spécialistes de l'histoire sociale, quelque chose qui, justement, est peu traité, alors que depuis quelques dizaines d'années, grâce aux archives, mais grâce à toute une école qui s'est créée dans les années 50 et 60, nous commençons à bien ou assez bien connaître cette société et nous pouvons dire autre chose que simplement ce qui se passait au niveau de la direction, au niveau du politique, au niveau de ce qu'on voyait ou de ce qu'on croyait voir au sommet. Et là, maintenant, il y a une possibilité d'entrer plus en profondeur, même s'il y a évidemment encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, Claude Pentier, vous avez fait appel donc à des chercheurs du monde entier, chacun un peu spécialisé dans un type de communisme, puisque, dites-moi un peu les différences, ce fameux communisme au pluriel. Je dirais tous très spécialisés, Oui. puisque par exemple sur la Russie, nous avons parmi les meilleurs spécialistes avec Claudio Sergio Ingerflom et toute une série de chercheurs américains qu'il a fait travailler. Beaucoup de ces textes sont des textes d'ailleurs qui ont été produits en anglais, qui ont été traduits pour ce livre, qui sont à la fois des travaux originaux, mais vous voyez, c'est un travail très large qui s'est mis en place, avec aussi des auteurs français, puisqu'il y a de très bons connaisseurs de l'historiographie soviétique en France, des problèmes, par exemple, de la démographie soviétique, avec Alain Blum, avec un chapitre qui est tout à fait passionnant. Alors, voilà pour la Russie. Mais il y a aussi des spécialistes du Maghreb qui ont contribué. Et on sait à quel point le problème du nationalisme dans ces pays-là, du rapport entre nationalisme et communisme est fondamental pour comprendre le communisme des années 50-60. Il y a des spécialistes de l'Amérique latine, avec Michael Lowy, des travaux, beaucoup d'articles, beaucoup de travaux sur l'Europe et sur la France, puisque quand même ce livre paraît en premier en France, donc il n'y a pas de raison de ne pas répondre à une attente de toute une série de lecteurs qui, soit pour des raisons culturelles, soit pour des raisons personnelles, ont été intéressés, ou un membre de leur famille qui a été marqué par le communisme, ou qui a été marqué par l'anticommunisme, par la réaction hostile, et qui a envie de recréer, de retrouver des bases. Mais chacun de ces articles s'appuie sur des sources originales, toutes en tenant compte d'une historiographie qui existait déjà avant, la renouvelant, apporte quelque chose qui est possible grâce à l'ouverture des archives de Moscou, à l'ouverture d'autres archives dans les pays de l'Est, mais aussi de l'ouverture des papiers des partis communistes nationaux. Alors Roland Lève, vous, pour le communisme asiatique, on va pas reparler du communisme en Chine, mais en Asie, quelle était la spécificité de ce communisme? Et justement, un des points importants dans la démarche de ce livre, c'était quand même de partir effectivement de ce qui est le point de départ et la matrice, c'est-à-dire le cadre de l'Union soviétique, et de regarder ce qui en sort. Et de regarder si ce qui en sort est une reproduction à l'identique de ce qu'a été le modèle soviétique. C'était un peu l'idée qu'on avait en regardant ce qui s'était passé en Europe de l'Est. Alors qu'une fois qu'on regarde le problème de l'Asie, eh bien d'autres données sont importantes, et tout particulièrement celle que Claude a mentionnée, c'est-à-dire la question du nationalisme. C'est-à-dire quand on passe, et c'est tout à fait frappant, je n'ai pas rédigé en même temps que Pierre Brocheux qui a fait la contribution sur le Vietnam, mais c'est tout à fait en parallèle. C'est-à-dire autant dans son analyse sur le communisme vietnamien que dans l'analyse sur le communisme chinois, on voit cette dimension du nationalisme qui n'avait pas du tout les mêmes formes et pas du tout les mêmes aspects dans le cas soviétique, prendre au contraire en Asie une place tout à fait essentielle et même on peut dire tout à fait prépondérante et donner une forme très particulière à ces communismes, au point d'ailleurs que dans une certaine mesure, dans une certaine étape, eh bien, ces communismes allaient entrer en conflit les uns avec les autres, et en tout cas en tout premier lieu la Chine avec l'Union soviétique, on pourrait dire presque nécessairement. C'est-à-dire que c'est déjà une figure tout à fait différente. Alors ce qui est frappant, c'est que si on regarde la contribution sur le monde arabe, c'est presque la problématique est tout à fait importante, mais on peut dire que le problème est à l'envers. C'est-à-dire c'est faute d'avoir pris suffisamment en compte la réalité du nationalisme arabe que les communismes, influencés ou sous l'influence directe de l'Union soviétique, qui travaillaient dans les pays arabes, eh bien, n'ont pas eu un impact considérable, pas suffisant, ou en tout cas n'ont pas eu la possibilité, ou ne sont pas donné les moyens de prendre le pouvoir. Il y a eu une espèce de refus, de sous-estimation, de négligence, enfin on peut discuter sur le terme, par rapport à cette question nationale qui était pourtant aussi impérative dans ces cas-là que dans les cas des pays d'Asie.
Alors vous n'hésitez pas à aborder le thème de la violence, de la terreur, des victimes du communisme. C'est pas seulement sous l'influence du Livre noir. Ah ben, c'est des sujets dont on parlait déjà auparavant. Mais le Livre noir, c'est vrai, nous amène à être plus précis. Parce que là, on en parle de 65 millions, de 30 millions. Et la plupart des chiffres, vous voyez, les chiffres qui sont cités dans le Livre noir, sont des chiffres qui étaient déjà sous la plume de nos collaborateurs auparavant. C'est-à-dire qu'une partie de l'information, Ritter Sporn, par exemple, avait donné, réévalué la répression du goulag, etc., en donnant des chiffres très précis. Alors, nous ne voulons pas rentrer. L'essentiel, c'est de comprendre les mécanismes, les querelles de chiffres, même si on est amené à dire un petit peu, à les remettre un petit peu à leur place. Elles ne doivent pas être un enjeu. On voit dans le Livre noir comment elles sont devenues un enjeu. C'est pour montrer que finalement le communisme, c'est encore plus barbare que le fascisme, et ça a produit encore plus de morts. Cette espèce de comparaison de chiffres n'a aucun intérêt, aucun sens, puisqu'on parle de choses qui ne sont pas dans le même temps. Le communisme dure à la durée avec lui. D'autre part, ce ne sont pas les mêmes réalités géographiques qui sont touchées. Dans un cas, on est confronté aux problèmes de famine, dans l'autre, à des problèmes de génocide. Hein. Donc, nous refusons cette mise en parallèle des chiffres. Ce que nous ne refusons pas, c'est la comparaison intellectuelle de toutes les formes de régime pendant le XXe siècle. Et il est vrai que le communisme, comme le fascisme, se situent dans des phases de temps, sont des réponses à la Première Guerre mondiale, et qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas à se censurer pour réfléchir sur leur histoire commune, leur opposition. Mais la démocratie aussi appartient à cette même histoire. La difficulté qu'a la démocratie dans les pays occidentaux, d'une part, à intégrer les couches populaires dans la vie politique, et elles sont intégrées essentiellement par les organisations de gauche, les syndicats et le communisme. Le phénomène de la banlieue rouge, par exemple, c'est en fait l'irruption de couches populaires qui étaient exclues de la politique dans la vie politique. Donc quand on compare, il faut comparer tout cet ensemble, les démocraties, le fascisme et le communisme, mais le thème de la violence, mais là il faudrait peut-être se tourner vers Roland, parce que c'est lui qui l'a traité. On va profiter justement de la présence de Roland Lève, qui est plutôt sur la Belgique. Alors puisqu'il est en France actuellement, on va s'intéresser au communisme chinois, parce que Roland Lève est l'auteur de plusieurs ouvrages. Cet ouvrage qui s'appelle « Mao prend le pouvoir », qui a été réédité en 1999, c'est ça, c'est une nouvelle édition. Il était sorti en 1981. Il y a ce livre qui s'appelle « Intellectuel, l'État et la Révolution », qui a été publié à l'Harmattan en 1997, qui est une étude très fouillée. Et puis le dernier livre qui vient de sortir dans la collection Que sais-je, qui s'appelle La Chine populaire. Alors j'ai relevé une de vos phrases, Roland Lève, dans vos différentes publications, parce que vous avez aussi collaboré à plusieurs ouvrages collectifs, et notamment alors, le dernier, Le siècle des communismes, je rappelle le titre, et vous écrivez notamment: en ce début du XXe siècle, la Chine est un des derniers États à afficher sa continuité socialiste, toujours sous la férule d'un parti communiste peu désireux de partager le pouvoir et encore moins de le quitter. Alors, tout le monde a encore en mémoire les images de la place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, lorsque l'armée du peuple a évacué. Alors on va regarder quelques-unes de ces images pour les remettre en mémoire, mais je crois qu'elles restent dans toutes les mémoires. La place qui avait été occupée pendant plusieurs semaines par les étudiants et qui avait déjà été en partie d'ailleurs libérée par les étudiants avant que l'assaut soit donné. Alors l'armée du peuple pour la première fois contre le peuple en Chine, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, Roland Lève? Nouveau, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il ne faut jamais oublier, parce que c'est un point sur lequel on n'insiste pas assez, que pendant la révolution culturelle, c'est-à-dire dans les années 66, et surtout quand l'armée est intervenue, c'est-à-dire en 67-68, eh bien l'intervention de l'armée a été parfois d'une très grande brutalité. Et que le nombre de morts est beaucoup plus élevé durant cette période-là que pendant les événements de 89. Donc, mais c'est vrai que pour le peuple chinois,
au fond, le rôle de l'armée comme force répressive est surtout identifié aux événements de 89 plutôt qu'à d'autres moments. Mais ce n'est pas la première fois. Justement, de voir passer cette fameuse image du citoyen devant un char, oui. et puis là, nous voyons des images de la télévision chinoise qui appellent tout de suite après les événements à la délation. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on rencontre souvent, malheureusement. Et puis, on verra aussi quelques images d'arrestation qui ont été très, très médiatisées. Tout à fait. Par la télévision chinoise. À votre avis, pour quelles raisons ? C'est pour envoyer un signal tout à fait précis et net de la détermination, d'autant plus que le régime a beaucoup hésité dans les semaines qui ont précédé. Et à partir du moment où il s'est lancé avec une grande brutalité, tout en essayant de limiter dans le temps et l'ampleur de cette répression. Comme avait l'habitude de dire Deng Xiaoping avec son cynisme habituel, il faut un peu de sang, il faut du sang. Pas trop, mais il en faut un peu du sang. Ça caractérisait assez bien le personnage et d'une certaine façon le régime après Mao. Alors c'est justement, je crois, Deng Xiaoping, vous me corrigerez si je me trompe, qui en 92, c'est ça, a adopté l'économie socialiste de marché. Ou l'a préparé. Enfin, disons qu'à partir de 1992, on a commencé à appeler plus ouvertement ce qu'on était en train de faire. Avant, on faisait semblant de continuer dans l'ancienne voie d'une économie planifiée, dite socialiste, ou en tout cas socialisée. Et puis à partir de 92, on a commencé à reconnaître qu'il y avait beaucoup de marchés. Et sans utiliser de termes de capitalisme, c'est quand même cette réalité qui est devenue tout à fait massivement présente. Et il faut dire qu'à partir de 92, pour les décideurs chinois, et en tout cas pour une grande partie de la population, eh bien, on était entré dans une phase de rapprochement, pour ne pas dire de pénétration, enfin dans un processus capitaliste. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste qu'il y a une forme de capitalisme chinois très compliquée. Enfin, c'est pas une affaire presque sauvage. Sauvage, très compliquée, dans laquelle l'État a encore un rôle important, essaye de garder un rôle important, garde parfois un rôle important, mais dans laquelle il y a aussi un capitalisme dans des formes qui rappellent les débuts très très brutaux du capitalisme dans le monde occidental. Alors justement, c'est l'intérêt du chapitre, un des chapitres que j'ai lu dans le siècle des communismes, c'est que vous venez jusqu'aux époques contemporaines, et là on a une analyse très précise de ce qui se passe en Chine et qu'on essaie de comprendre souvent à travers les dépêches d'actualité qui ne donnent pas toutes les informations souvent. Je signale que vous écrivez souvent aussi dans le monde diplomatique. On salue nos amis du monde diplomatique. Alors, est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer justement comment le communisme a pu prendre le pouvoir dans un pays avec une culture plusieurs fois millénaire ? Eh bien justement, une civilisation. C'est bien là l'intérêt, je pense, de la démarche du livre, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre le communisme et de dire tiens, qu'est-ce que c'est, et de le projeter sur la Chine, mais de voir comment des individus dans une situation de crise extrême, la situation de la Chine au début du siècle est une situation de crise extrême, comment des individus, qui vont être les Mao, les Zhou Enlai et beaucoup d'autres, vont réagir et vont essayer de prendre ce problème-là, et comment ils vont adapter un certain nombre d'instruments, y compris ceux qu'ils ont cru comprendre, ou ce qu'on croyait comprendre à l'époque du communisme, pour en faire un instrument original, le maoïsme, qui est plutôt une forme de mobilisation populaire de masse, la capacité à soulever le peuple pour la défense de ses intérêts nationaux, et parce qu'il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là, dans un but de modernisation. Et pour cette modernisation, on a été chercher une expérience qui existait, ou qu'on croyait qui avait réussi, c'est-à-dire l'expérience soviétique. Alors c'est une combinaison entre ce modèle-là, cette recherche de quelque chose qui va pouvoir transformer le pays, avec cet objectif essentiel qui se retrouvait dans un slogan très typique du premier quart du siècle, sauver le pays. Et c'était vraiment ça l'élément tout à fait important. Et on peut d'ailleurs ajouter que quand on regarde la trajectoire de Mao, eh bien on voit très bien ce phénomène de renationalisation, de nationalisation du communisme, le retour du communisme vers la Chine et vers une priorité chinoise, y compris vers un certain nombre de traditions, pour ne pas dire de travers appartenant à la continuité chinoise. Nous allons regarder quelques images justement de Mao piochées comme ça à différents moments de sa vie. Là, nous l'avons le 1er octobre 1949, à Pékin, lorsqu'il proclame la République populaire de Chine. Alors, il arrive là au pouvoir, en somme. Il arrive au pouvoir à la suite d'une longue et très dure guerre civile. Ça se termine par une sorte de véritable affrontement armé. Mais enfin, c'est aussi porté par un immense mouvement de mobilisation populaire et surtout de mobilisation de la paysannerie. Et il faut ajouter, parce que c'est un élément très très important, parce qu'on voit toujours la révolution chinoise comme une révolution paysanne, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est quand même des cadres et des intellectuels communistes qui ont mobilisé, poussé, entraîné la paysannerie, qui a suivi à la fin avec un certain enthousiasme, mais pas toujours.
Alors là, on a sauté, on va très très vite, hein. On en est déjà au petit livre rouge. Là, oui. on est déjà presque dans les années 60. Le livre rouge est sorti en 64 et puis il a été popularisé pendant la Révolution culturelle. Alors, de cette période du petit livre rouge et en même temps, disons, du grand bond en avant, par la suite de la Révolution culturelle, c'est déjà la période de la répression, une répression un peu importante. Et oui, en même temps, enfin, c'est à la fois une répression et c'est aussi une explosion populaire réelle. Et c'est une manipulation d'une véritable explosion populaire. C'est-à-dire que le terme révolution est peut-être exagéré, mais une véritable mobilisation, enfin une véritable révolte populaire a existé au moins dans les villes, qui a été durement, impitoyablement manipulée par en haut. Mais il y avait quelque chose de réel. Il y a eu pour la population et surtout pour les jeunes un véritable sentiment de libération et puis de frustration et d'avoir été, il faut le dire brutalement, roulé. Et alors d'ailleurs, après, ça a été dès 1967 et 68 une répression qui, comme j'ai dit tout à l'heure, a parfois été très 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 violente. Et il y a eu quand même beaucoup de morts. Et c'est l'armée, littéralement l'armée, qui a sauvé le régime. Elle et la police et la sécurité, mais contre la population, contre les gardes rouges. Et j'ajoute, parce qu'on oublie tout souvent de le dire, on avait pris soin de laisser la paysannerie en dehors de toute cette affaire-là, parce qu'on craignait les réactions possibles de la paysannerie, et on savait très très bien qu'elle avait ses propres intérêts très différents de ceux du régime. Avec des formes de rééducation qu'on peut comparer au goulag, à des déportations, au travail forcé. Oui, oui. Et alors là aussi, il y a évidemment plusieurs étapes. Une première étape où l'aspect rééducation est fort, notamment au début du régime, parce que le régime se sent fort, parce qu'il croit qu'il peut rééduquer. Et puis au fur et à mesure que le régime évolue et involue, l'aspect répression l'emporte de plus en plus, le cynisme est de plus en plus grand. Et enfin, c'est de plus en plus un régime qui veut montrer qu'il est là au pouvoir et qu'il veut garder le pouvoir. Et c'est aussi comme ça que Mao est perçu. Au début, enfin, je veux dire que Mao a un véritable prestige. Quand il commet les erreurs pendant le grand bond avant, les gens pensent qu'il s'est trompé, lourdement trompé, mais que c'est une erreur. Et après, peu à peu, il commence à avoir l'image d'un terrible despote, et même d'un despote de type empereur chinois très, très traditionnel, et même peut-être particulièrement despotique, même pour un empereur chinois. Alors Roland Lève, bien sûr, je rappelle que tous les livres que je vous conseille de lire de Roland Lève, il y en a plusieurs, ils ne sont pas tous sur ce plateau. Vous êtes rendu compte qu'il y a énormément d'informations. Là, on arrive vers la fin de notre émission, donc nous lançons la petite rubrique courriel. Alors, je signale bien sûr qu'un dictionnaire Métron sur la Chine est paru en 1985, qu'il est toujours disponible aux éditions de l'Atelier, il avait été fait par Lucien Bianco et Yves Chevrier. Jean Métron dit dans sa préface que ça a été 12 ans de travail. Et Claude Pentier, vous avez assisté à la fabrication de ce dictionnaire? Oui, c'était un événement, parce que ça a été un travail important. Il n'existait rien d'équivalent en français. Les Américains étaient quand même assez en avance, et il y avait des ouvrages américains biographiques. Mais je me souviens de la présentation de l'ouvrage, avec la présence de l'ambassade de Chine, qui a jeté un coup d'œil au livre et dit vraiment c'est une histoire qui est pleine de révélations par rapport à ce qu'on connaît et qui a vraiment complètement ignoré ensuite l'ouvrage. Il y a une incompatibilité entre notre travail historique et ce que peuvent recevoir les politiciens, ce que peuvent accepter les politiciens chinois. Alors bien sûr, beaucoup de biographies, je ne les ai pas comptées, mais il y en a quand même au moins 500 biographies. Alors j'en ai trouvé une qui m'a intéressé parce que c'est la biographie de Chain Chang, l'une des rares femmes qui ait participé à la Longue Marche, c'est ça la prononciation? Oui. Et qui avait été étudiante au collège de filles de Montargis, dont la directrice était la mère de René Dumont, agronome bien connu, et qui avait autorisé dans son collège les réunions politiques pour les filles, alors que le directeur du collège de garçons les avait interdites. Et les garçons venaient se réunir chez les filles déjà, donc en 1900, et je ne sais pas exactement la date, mais enfin, voilà une petite anecdote. Alors, nous avons quelques livres à présenter. Un livre qui vient de sortir justement sur Mao, dont vous nous avez parlé, Monsieur Roland Lève, qui est par un historien américain. Oui, qui est une très bonne biographie, qui se sert un peu des nouvelles informations que l'on dispose depuis 10-15 ans et qui est relativement bien à jour par rapport... Et enfin, où on voit bien les évolutions du personnage de Mao entre le révolutionnaire très dynamique et très libérateur des années 20 jusqu'au despote de la fin de sa vie. Tout ça est montré avec beaucoup de nuances, un peu à l'anglo-saxonne, de façon assez sèche, mais avec beaucoup de nuances, sans en rajouter. C'est une bonne biographie.
que nous conseillons donc aussi à ceux qui s'intéressent à la Chine. Alors, 2 ouvrages qui n'ont rien à voir. Un ouvrage sur les dommages de guerre de Claude Guillon, là, ça concerne le pacifisme que nous avions traité dans une émission précédente, qui reparle encore de la guerre du Kosovo, dans laquelle les intellectuels sont tombés encore, certains du moins, dans le piège des médias. Et ensuite, un livre de Bernard Thomas, écrivain et critique au Canard enchaîné, qui a fait un livre sur Lucio, un anti-franquiste qui est toujours en vie. Et nous allons peut-être un jour, justement, inviter Bernard Thomas. Alors voilà, la prochaine émission sera consacrée à Joliot-Curie. Nous allons inviter l'historien Michel Pinault. Et je remercie donc Roland Lève d'être venu jusqu'à nous, l'équipe de Canal Web bien sûr, notre réalisateur Michael, et ciao ciao les internautes, à bientôt.